Bonjour Jules, bonjour à celles et à ceux qui m'écoutent. J'ai pris de la distance ces derniers mois avec YouTube. Je ne fais plus de vidéos sur ma chaîne, mais je me tiens quand même informé de ce qui se passe au sein de la communauté. Et j'avoue que je trouve un peu désolant cette histoire qui s'est produite avec le professeur Gomez. Notre communauté n'avait vraiment pas besoin de ça. On a un combat pyramidal à livrer pour la libération et pour la reconstruction de l'Afrique. Et malheureusement, ce genre d'histoire nous tire vers le bas. Quand je dis que je ne fais plus de vidéos, cela ne signifie pas que je ne travaille plus pour l'Afrique. Il y a diverses manières de travailler pour son peuple. YouTube est utile dans le sens où il permet d'échanger des informations et de transmettre un savoir. Et en ce sens-là, des personnes comme Jules, comme Shango, comme Éric Merel et d'autres que j'ai pu remarquer sur le panel font un travail remarquable. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui travaillent pour l'Afrique de manière beaucoup plus discrète. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Le combat pour l'Afrique, c'est d'abord un combat qui se livre sur le plan cosmique. Et même des esprits sont impliqués dans ce combat. Et il y a des gens qui mènent ce combat au grand jour, au vu et au su de tous. Et il y en a d'autres qui, comme je viens de le dire, livrent ce combat dans la discrétion et font des choses confidentielles, voire même secrètes. Il y a dans l'histoire de l'humanité des cycles de domination. Et le cycle de la domination occidentale va prendre fin. C'est une certitude absolue. Et tout ce combat qui est mené sur les différents plans va converger lorsqu'on va arriver à la fin de ce cycle de domination. Et tout ce que nous avons fait, que ce soit au grand jour ou confidentiellement, va prendre sens véritablement à ce moment-là. Et je peux déjà vous dire que on est déjà en train d'élaborer des plans pour la reconstruction de la Nouvelle-Afrique. Parce que l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique. C'est une Afrique coloniale, c'est une Afrique qui a été conçue à l'image de ceux qui l'ont envahie, donc ce n'est plus l'Afrique. Toute l'Afrique va être reconstruite. Et nous sommes déjà en train de préparer cette reconstruction dans tous les domaines. Dans le domaine scientifique, dans le domaine judiciaire, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, absolument dans tous les domaines. Et cela parce que les choses se préparent très longtemps à l'avance. Et souvent en toute discrétion. Et si certaines personnes ne montrent pas leur visage ou ne donnent pas leur nom, gardent une certaine discrétion sur leur personne, c'est pas tellement pour se protéger elles que pour protéger quelque chose qu'ils sont en train de faire dans la confidentialité. Et c'est aussi pour ça, parce que le combat qui est mené pour l'Afrique est mené sur des champs diversifiés, c'est aussi pour ça que l'unité et la paix sont essentielles au sein de notre peuple. Mais quand on parle d'unité ou de paix, on ne parle pas d'une paix hypocrite, superficielle, basée sur des non-dits, parce qu'on met sous le tapis des problèmes au lieu de les regarder en face. La véritable paix s'appuie toujours sur la justice, ce qui suppose parfois de dire à une personne qu'elle a eu tort et qu'elle doit s'excuser pour qu'on puisse tourner cette page et recommencer à travailler tous ensemble au bien de notre mère patrie. D'abord, j'aimerais préciser que j'ai toujours eu le plus grand respect pour le professeur Gomez. Un jour, un de mes abonnés m'avait posé une question et voici la réponse que je lui avais faite. Je prends cette autre question envoyée par mail. Bonjour Terre-Dieu à venir. Si possible, j'aimerais avoir une idée nette sur la couleur de peau des Israélites. Vous affirmez que les Bantous sont les descendants de la tribu de Juda, dont des Noirs. Or, le professeur Kovi Gomez dit le contraire. Pour lui,
C'étaient des nomades leucodermes venant de Our et qui ont découvert la circoncision et le monothéisme en Égypte par l'entremise des prêtres noirs comme Melchisédek. Je serais très ravi d'avoir un éclairage sur cette question. Merci d'avance. Bon, avant de répondre à cette question, je vais d'abord donner une précision. S'il y a contradiction entre une chose que j'ai dite et une chose que le professeur Gomez a dite, il faut suivre le professeur Gomez, tout simplement. Le professeur Gomez est mon aîné, il est plus érudit que moi, c'est un fils spirituel de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga, il est à l'avant-garde de cette lutte pour la cause africaine. Moi je ne suis qu'à l'arrière-garde, et de plus, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je me mets en retrait. Donc, s'il y a divergence, privilégiez le professeur Gomez. Je ne veux pas que les Africains se divisent sur des questions doctrinales, historiques ou religieuses. Ce n'est pas le plus important pour l'instant. Il y a des Africains qui sont chrétiens, d'autres qui sont musulmans, d'autres qui sont kémites. Certains ont une tendance religieuse, d'autres ont une tendance plus scientifique ou philosophique. Donc, il y a forcément des divergences. Mais ce qui est important, c'est trois choses. Cultiver les valeurs morales et spirituelles qui nous rattachent à Dieu. Défendre la cause africaine et maintenir l'unité des Africains. Ces trois points ne sont pas négociables. Tout le reste, ce n'est pas grave. S'il y a eu des erreurs, Dieu les corrigera le moment venu. Je tiens également à préciser que j'ai participé à la cagnotte de Jules Ngan pour la création de la Web TV. Le fait d'avoir participé à cette cagnotte ne signifie pas du tout que je suis toujours d'accord avec ce que dit Jules. Et je ne suis pas non plus toujours d'accord avec ce que disent certains de ces intervenants réguliers. Mais je n'ai jamais considéré que le fait qu'une personne ait une opinion différente de la mienne justifie le fait que je considère cette personne comme étant une personne mauvaise ou mal intentionnée. C'est juste une personne qui a une façon de voir les choses qui est différente de la mienne. Et j'ai considéré que un outil médiatique qui permettrait à la diversité d'opinions de s'exprimer, c'est toujours une bonne chose pour notre communauté. C'est à ce titre que j'ai souhaité apporter une participation. En revanche, je n'ai pas participé à la cagnotte pour le professeur Gomez. Non pas parce que je n'aimais pas le professeur Gomez, mais disons que mon intuition, si je puis dire comme ça, m'a dissuadé de le faire. Je sentais pas cette cagnotte. Et donc, je n'y ai pas participé. Et c'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui, d'une certaine manière, ça ne me surprend pas complètement parce que je ressentais déjà à la base quelque chose. Et je tiens à dire que dès le départ, je n'ai pas eu le moindre doute sur la probité de Jules dans cette histoire. Et je vais essayer de vous exposer ma manière de voir les choses. Quand un conflit naît entre deux personnes, ça prend parfois une tournure disproportionnée. D'autres personnes s'en mêlent en introduisant des éléments qui ne sont pas forcément directement liés au problème en lui-même. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas oublier quelle est l'origine de ce problème, quelle est la racine du conflit. C'est quoi le problème à la base? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Jules Ngan a décidé de créer une cagnotte pour soutenir le professeur Gomez. Selon ce que j'ai compris, cette cagnotte a fait 8 000 €. À cette cagnotte, il a ajouté une certaine somme de sa poche.
Est-ce que le professeur Gomez a reçu cet argent? La réponse est oui. Il reconnaît dans un enregistrement qu'il a reçu l'argent de la cagnotte et qu'il a en plus reçu des dons personnels de Jules Engan. Le montant total s'élevant à, selon ce que j'ai compris, 12 000 euros. Donc, où est le problème? C'est quoi le problème? Jules Engan a organisé une cagnotte pour soutenir le professeur Gomez. Il a ajouté de l'argent de sa poche. Est-ce que le professeur Gomez a eu cet argent? La réponse est oui. Donc, où est le problème? Le problème, c'est que après cela, il y a des personnes qui ont accusé Jules de ne pas avoir donné cet argent au professeur Gomez. Et nous savons grâce aux enregistrements que c'est complètement faux. Voilà la source de toute cette histoire. Et c'est là où j'avoue ne pas comprendre la réaction de certaines personnes. Et je me dis que c'est peut-être moi qui ai un problème, parce que cette histoire, en réalité, c'est un acte de générosité. C'est un acte de générosité de Jules Engan envers le professeur Gomez. Et comment un acte de générosité pareil peut-il aboutir à un tel conflit? Chez les gens normaux, si vous donnez 12 000 euros à quelqu'un, il va vous être reconnaissant jusqu'à la fin de sa vie. C'est comme ça que les gens normaux raisonnent. Un acte de générosité n'apporte pas des conflits entre les gens. Un acte de générosité renforce les amitiés et la paix entre les personnes. Il y a beaucoup de gens, même en Europe, qui n'ont jamais eu une telle somme en banque. Il y a des gens qui travaillent et pourtant dorment dans leur voiture. Il y a des gens qui cumulent 2 emplois pour s'en sortir. Il y a des gens qui, tous les fins de mois, ne savent pas comment ils vont faire pour payer leurs factures. Imaginez la joie de ces gens. Si 12 000 euros leur tombaient du ciel, ou même ne serait-ce que 4 000 euros, je peux vous certifier que beaucoup de ces gens vous seraient reconnaissants jusqu'à la fin de leur vie. Parce que c'est comme ça que les gens normaux fonctionnent. Donc, il faut bien comprendre ceci. Il n'y a pas 36 solutions. Si un acte de générosité crée un conflit entre le donateur et le bénéficiaire, c'est qu'il y a une ingratitude quelque part. C'est pas possible autrement. Un tel acte de générosité qui ne se produit jamais, 12 000 euros qui vous tombent du ciel, un tel acte de générosité ne peut pas aboutir à un conflit à moins qu'il n'y ait de l'ingratitude. Et pas n'importe quelle ingratitude. L'ingratitude active. L'ingratitude passive, c'est quand vous faites du bien à quelqu'un et la personne ne vous dit pas merci. L'ingratitude active, c'est quand vous faites du bien à quelqu'un et en retour la personne vous fait du mal. C'est cette ingratitude que l'Afrique subit depuis des siècles. Tout ce que les Occidentaux ont aujourd'hui, ils l'ont eu grâce à l'Afrique. Comment l'Afrique a-t-elle été remerciée? Par du mépris, par du racisme, par de la violence, jusqu'à ce jour. Nos pères qui ont été tués à Tiaroy, pourquoi ont-ils été tués? Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? La France était occupée par les nazis. Ils sont venus d'Afrique pour se battre contre ces nazis et libérer la France. Une fois que les Français ont été libérés, comment les ont-ils remerciés? Ils les ont fusillés. Pourquoi? Parce qu'ils demandaient juste qu'on leur paye la solde qu'on leur avait promis. C'est ça qu'on appelle l'ingratitude active. Vous faites du bien à quelqu'un et la personne vous fait du mal en retour. Sur ma chaîne, j'ai fait une suite de vidéos sur la traite négrière et j'ai cité les propos d'un Européen
qui reprochaient aux Blancs leur cruauté à l'égard des Noirs. C'était en 1789. Voici un extrait de ce qu'il leur dit. En parlant des esclaves, il dit « Ils sont les réprouvés de l'univers, ingrats. Ce sont ces morts qui vous font vivre. Ce sont ces réprouvés qui changent vos îles en paradis terrestres et font de vos habitations un séjour enchanté. Vous leur devez tout ce que vous êtes et vous ne respirez que par eux. Pourquoi pesez-vous si fort sur leur triste existence? Ne leur pardonnerez-vous jamais d'être vos bienfaiteurs? » Tous ces gens vivaient confortablement grâce au travail de leurs esclaves, et en retour, les Noirs subissaient leur cruauté. Et cette dernière phrase résume tout. Ne leur pardonnerez-vous jamais d'être vos bienfaiteurs? Parce que si on ne se disperse pas, si on ne perd pas de vue le noyau de cette histoire, ce n'est rien d'autre qu'un acte de générosité. Il y a une personne qui a donné 12 000 euros et l'autre personne qui a empoché 12 000 euros. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que le professeur Gomez pardonnera à Jules Engan de lui avoir donné 12 000 euros? Est-ce que le professeur Gomez pardonnera à Jules Engan cet acte de générosité qu'il a eu à son égard? Parce que tout se résume à ça. Peu importe ce qu'on essaie de mettre au-dessus de cette histoire, si on revient au noyau de l'affaire, c'est juste un acte de générosité. Maintenant, et parce que nous devons surtout tirer des leçons de cette histoire, nous devons essayer de comprendre comment est-ce que nous en sommes arrivés là. Dans le cas de l'affaire qui touche Jules, il y a deux raisons. La première, c'est un manque d'objectivité. Il y a d'un côté les adeptes du professeur. Et eux, si tu critiques leur professeur, ils te tombent dessus. Peu importe l'histoire, peu importe les faits. Si tu t'attaques à leur professeur, ils vont te tomber dessus. Il y a quelques mois, c'est aussi ce qu'a vécu le frère Nzouamba, qui lui aussi a fait l'objet d'accusations injustifiées de la part du professeur. Et il a fait une vidéo pour s'en défendre. Et les adeptes du professeur sont allés massivement sur sa chaîne pour disliker sa vidéo et pour l'insulter dans les commentaires. Donc, d'un côté, il y a les adeptes du professeur, et de l'autre, il y a ceux qui déjà à la base n'aimaient pas Jules Engan. Chacun avait sa propre raison. Certains, c'est parce que Jules serait un infiltré gilet jaune ou du système, qui plus est avec une femme magistrate. D'autres, c'est parce qu'il a des enfants métis. D'autres encore, c'est parce qu'il donne la parole à des intervenants un peu particuliers. Et donc, entre ceux qui aiment le professeur Gomez et ceux qui n'aiment pas Jules Engan, il y a une cohésion sur le fait que, eh bien, il faut utiliser cette histoire pour lui taper dessus. Mais, je le répète, si on ne se disperse pas, si on s'en tient aux faits et au fond de cette histoire, c'est un conflit entre deux personnes, un qui a donné 12 000 euros et l'autre qui a empoché 12 000 euros. Point. Si on reste objectif, on ne perd pas de vue cette réalité-là. La deuxième raison est plus générale et je pense que ceux qui m'écoutent vont comprendre ce que j'essaie de dire. Parce que beaucoup de gens ont vécu sous une forme ou sous une autre ce que Jules est en train de vivre. On fait du bien à quelqu'un et ça se retourne contre nous. Et beaucoup de gens ont vécu cela et d'ailleurs ça a donné lieu à une phrase qu'on entend souvent, trop bon, trop con.
Des tas de gens, à la base, étaient des personnes généreuses, mais ont cessé de l'être parce que une fois, ils ont voulu aider quelqu'un et ça s'est retourné contre eux. La question, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de nous ont vécu ce genre d'expérience. C'est tout simplement parce qu'on vit dans un monde où c'est le mal qui règne. Dans un monde où le mal règne, si on fait du bien, il faut toujours qu'il y ait une intention derrière. Si quelqu'un fait le bien gratuitement, de manière désintéressée, il faut impérativement lui tomber dessus pour qu'il ne recommence pas et que ce soit l'égoïsme qui continue à se répandre dans le monde. C'est pour ça que les actes de générosité désintéressée sont punis. Parce que le mal qui domine ce monde ne veut pas que l'amour désintéressé se répande sur la planète. Et nous sommes nombreux à avoir eu une expérience de ce genre. Et je vais d'ailleurs vous prendre un exemple dans mon cas. Il y a quelques années, un de mes proches s'est retrouvé à la rue parce qu'il ne payait pas son loyer. J'ai donc décidé de le prendre chez moi pour l'aider le temps qu'il puisse se retourner et trouver une solution. Pendant les 2 mois où il est resté chez moi, je ne lui ai pas demandé un seul centime, que ce soit pour la nourriture ou autre. Parce que je lui ai dit, le peu d'argent que tu as, je veux que tu le gardes parce que tu en auras besoin. Le jour où tu auras ton propre appartement, etc. Au bout de 2 mois, il est parti. Et 15 jours après son départ, je me suis rendu compte qu'un chéquier avait disparu. En fait, à cette époque-là, j'étais membre d'une association et j'étais le trésorier de cette association et je gardais le chéquier chez moi. Et quand il est parti, il s'est avéré qu'il est parti avec le chéquier. Dès que je m'en suis rendu compte, j'ai immédiatement fait opposition. Mais c'était trop tard. Une partie de l'argent de l'association avait été détournée. Je suis donc allé voir les dirigeants de l'association pour leur expliquer la situation. Ils m'ont répondu qu'ils me faisaient confiance, mais que comme de l'argent avait été détourné, ils étaient obligés de déposer plainte. Et donc, je me suis retrouvé en garde à vue. Les policiers, dans un premier temps, ils m'ont mis la pression pour que j'avoue que je m'étais laissé tenter et que j'avais volé l'argent de l'association. Par la suite, ils ont compris que ce n'est pas moi qui avais fait ces chèques. Parce que la banque leur a envoyé des photocopies des chèques volés qui avaient été encaissés. Et quand ils ont comparé avec des photocopies de chèques que moi-même j'avais fait auparavant, ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout la même écriture. Et donc j'ai finalement été relâché. Suite à cela, quand je suis sorti, j'ai décidé de rembourser la somme qui avait été détournée. Les cadres de l'association m'ont dit que je ne suis pas tenu de le faire puisque la police m'a disculpé. Mais j'ai répondu que ce chéquier était sous ma responsabilité et que j'assume les conséquences de ce qui s'est passé. J'ai donc vidé mon livret d'épargne parce que je mettais un peu d'argent de côté tous les mois au cas où j'aurais un coup dur. Donc, qu'est-ce que j'avais fait de mal pour mériter ça? Tout ce que j'avais fait, c'était d'ouvrir ma porte à quelqu'un qui n'avait nulle part où aller. Et je l'ai nourri gratuitement pendant 2 mois. À cause de cela, je me suis retrouvé en porte-à-faux avec des personnes qui me faisaient confiance, les membres de l'association. Je me suis retrouvé en garde à vue pendant 24 heures et j'ai perdu toutes mes économies en remboursant la somme qui avait été volée. Voilà ma récompense pour avoir voulu aider de manière totalement désintéressée une personne en difficulté. Et je suis certain que beaucoup de ceux qui m'écoutent, même si ce n'est pas la même histoire, ont vécu quelque chose de similaire. Et cela parce que le mal qui gouverne ce monde ne veut pas que les actes de générosité désintéressés
se répandent sur le monde. Il faut qu'on soit dans un monde où règne la cupidité, où quand on fait du bien à quelqu'un, il y a toujours un calcul derrière. C'est comme ça que ce monde doit fonctionner. Je le répète, c'est vraiment important de ne pas se disperser et ne pas perdre de vue l'essentiel. Un acte de générosité ne doit pas donner lieu à un conflit. Un acte de générosité renforce l'amour entre les gens, renforce les amitiés et renforce l'unité. Maintenant, si on a été l'objet d'un acte de générosité et qu'on se rend compte que la personne qui nous a fait un cadeau est une personne fourbe, mal intentionnée, qu'est-ce qu'on fait? Bien, dans ce cas, on rend l'argent. On ne garde pas l'argent d'une personne malveillante. C'est pas logique. Donc, si Jules Engan est quelqu'un de fourbe, rempli de duplicité, comme je l'ai entendu, pourquoi est-ce qu'on garde l'argent que Jules Engan a donné généreusement? C'est totalement incohérent. Je vous prends un autre exemple que j'ai encore vécu il y a quelques années. Il y a quelques années, j'ai eu un gros problème d'argent. Et un membre de ma famille l'a appris et il a décidé de me donner de l'argent. J'ai donc accepté cet acte de générosité, mais par la suite, cette personne m'a dénigré de manière totalement injustifiée. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai immédiatement rendu tout son argent. Ça l'a rendu très mal à l'aise, hein. Il m'a dit mais comment tu vas faire pour ton problème? Je lui ai dit ne t'inquiète pas, c'est mon affaire. Et effectivement, quelque temps après, Dieu m'a ouvert une porte et j'ai pu solutionner mon problème. Le principe est simple, je ne garde pas de l'argent d'une personne qui est mal intentionnée à mon égard. Parce que si je le fais, ça veut dire que je ne suis pas cohérent avec moi-même. Les anciens connaissaient ce principe. Si une personne mal intentionnée vous fait un cadeau, il ne faut pas garder ce cadeau parce que c'est un piège. Il faut vous débarrasser de ce cadeau et aussi vous débarrasser de cette personne. Donc, vous ne pouvez pas dire que Jules Engan est une personne fourbe avec un double langage et en même temps profiter de l'argent que Jules vous a donné généreusement. Ce n'est pas cohérent. Même les locodermes qu'on a tendance à critiquer ont ce bon sens. Très bien. Vous parliez de votre bracelet, moi j'ai rendu les costumes. Voilà. J'aimerais à présent répondre à certaines choses que j'ai entendues, selon lesquelles il ne faut pas attaquer nos anciens, que Jules a enfreint les règles de notre tradition africaine en ce qu'il a manqué de respect à un aîné, ou encore que le linge sale se lave en famille, etc. Ce qui est un peu problématique dans notre communauté, c'est que certains invoquent les règles de nos traditions, mais n'ont en réalité qu'une compréhension approximative de ces règles. Jules Engan n'a pas enfreint les règles de la tradition africaine en répondant au professeur Gomez. Et je vais vous expliquer pourquoi. La tradition africaine exige que nous respections toute personne que nous rencontrons, peu importe son âge. Mais quand on parle du respect de l'aîné, on parle de quelque chose qui est encore plus fort. C'est un respect qui va encore au-delà du respect que nous attribuons aux gens en règle générale. Et il n'est pas question de transiger sur ce point. En aucun cas, on ne peut transiger sur la question du respect aux aînés, car c'est une des règles fondamentales de notre tradition et de nos valeurs ancestrales.
Encore faut-il comprendre ce qu'on entend par aîné. Qu'est-ce qu'un aîné dans la tradition africaine? L'aîné, c'est pas celui qui est plus vieux que toi. L'aîné, c'est celui qui est plus sage que toi. Parce qu'il a vécu des choses que toi, tu n'as pas vécues. Et ce n'est pas forcément lié à l'âge. En Europe, les profilers font la distinction entre l'âge légal et l'âge comportemental. C'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément notre âge. Il y a des gens qui ont 50 ans, mais se comportent comme quelqu'un qui a 20 ans. Et il y a des gens qui ont 20 ans et qui se comportent comme quelqu'un qui a 50 ans. Qu'est-ce qui fait cette distinction? C'est que les deux n'ont pas eu le même chemin de vie. Par exemple, en Europe, ils ont fait un film qui s'appelle Tanguy. Qui est Tanguy? Tanguy, c'est le type de personnes qui ont 30 ans et qui vivent toujours chez leurs parents. Et en même temps, vous avez des jeunes, des adolescents parfois, qui très tôt ont été confrontés à de lourdes responsabilités. Vous avez par exemple un jeune qui a 15 ans et qui, parce que ses parents sont morts, a dû s'occuper de ses petits frères et de ses petites sœurs. Entre ce jeune de 15 ans et Tanguy, qui à 30 ans vit chez ses parents, lequel des deux est l'aîné? L'aîné, c'est pas Tanguy. L'aîné, c'est le gamin de 15 ans. Parce que lui a vécu des choses que Tanguy n'a pas vécues. Donc, le titre d'aînesse ne se rapporte pas forcément à l'âge. Il se rapporte à l'attitude. Et nos ancêtres n'étaient pas ignorants de ce point. C'est pour ça que quand ils parlent du respect aux aînés, il ne faut pas entendre par là que ça signifie respecter forcément la personne qui est plus âgée. Nous devons avoir le discernement de comprendre que ça va bien au-delà. Quand je dis que l'aîné, c'est celui qui est plus sage, qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est la capacité à utiliser la connaissance pour résoudre les problèmes de la vie. Celui qui est sage, c'est quelqu'un qui a le savoir. Et il sait utiliser ce savoir pour conseiller, pour guider et aussi pour résoudre les problèmes. C'est pour ça que quand on rencontre une difficulté dans notre vie quotidienne et qu'on ne sait pas quoi faire, qui est-ce qu'on va voir? On va voir l'aîné. Parce qu'on sait que lui va pouvoir nous donner le bon conseil. L'aîné, c'est ça. L'aîné, c'est le rassembleur. C'est celui qui inspire le respect à toute la communauté. Parce qu'il sait utiliser ses mots à bon escient. Il sait qu'il est à la tête. Et que ses paroles peuvent modifier notre manière de voir les choses. Et en plus de la sagesse, l'aîné, c'est le gardien des valeurs ancestrales de notre peuple. C'est celui qui, par son attitude, incarne toutes les valeurs de notre peuple. La générosité, l'honnêteté, le courage, la fidélité, la loyauté. Et parce que l'aîné, à travers son attitude, incarne ces valeurs, nous pouvons apprendre en l'écoutant, mais aussi en l'observant. Et en l'observant, on devient meilleur, on devient quelqu'un de vertueux, parce que l'aîné a su faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Lorsque nous voyons une personne âgée, d'emblée nous allons naturellement lui attribuer le qualificatif de aîné, parce qu'on suppose que de par son vécu, il a acquis cette sagesse. Mais s'il s'avère que cette personne a un comportement qui n'est pas digne de nos ancêtres, on n'est plus tenu de le considérer comme un aîné au sein de la tradition africaine. On est tenu de le respecter comme on respecte toute personne, mais ce n'est pas un aîné au sens où l'on entend la tradition africaine. Donc s'il commet un faux pas,
nous sommes en droit de le lui dire. J'entends aussi d'autres arguments, par exemple que même si le professeur a fait quelque chose de mal, il ne faut pas l'exposer ainsi parce qu'il apporte beaucoup à la communauté. Que de tels propos sortent de la bouche d'Africains me pose un gros problème. Parce que c'est le même raisonnement que tiennent les Occidentaux quand on leur parle de leurs crimes vis-à-vis de l'Afrique. Quand on leur parle de Napoléon qui a rétabli l'esclavage, ils répondent « Oui, c'est vrai, mais Napoléon a aussi fait de grandes choses pour la France et donc il faut continuer à l'honorer. » Napoléon, je le rappelle, n'a pas seulement rétabli l'esclavage, il a aussi planifié un génocide de 300 000 Guadeloupéens en 1802. Parce que comme c'était des rebelles, il a décidé de les exterminer pour ensuite faire venir d'Afrique des Noirs plus dociles. Napoléon était un monstre absolu. Et face à cette monstruosité, on nous répond « Oui, mais il a aussi fait le code civil ». Même chose avec Colbert, De Gaulle, Mesmer et tous les autres génocidaires de l'Afrique. Et maintenant, des Africains reprennent le même argument pour nous dire que même si quelqu'un a fait des choses qui ne sont pas nettes, il faut mettre ça de côté et se focaliser sur ce qu'il a fait de bien. Et ça, ce n'est pas l'héritage de nos ancêtres, c'est l'héritage de nos colonisateurs. Ce sont eux qui nous ont inculqué leur conception de la morale, à savoir que le mal est excusable et acceptable. On critique les Blancs, mais nos raisonnements attestent que nous sommes exactement comme eux, parce que nous raisonnons comme eux, et cela parce que nous sommes devenus des Occidentaux à peau noire. On n'est même plus capable, dans une histoire comme celle-ci, de distinguer le bien et le mal, de sorte qu'on considère que c'est celui qui a fait un acte de générosité qui est fautif. L'enseignement de nos ancêtres, c'est que le mal ne doit jamais être excusé et l'injustice ne doit jamais être tolérée, sinon on encourage les mauvais comportements. Ibn Battuta, qui a exploré l'Afrique de fond en comble au XIVe siècle, l'a écrit dans son livre « Voyage au pays des Noirs ». Aucun peuple au monde ne déteste plus l'injustice que le peuple noir. Un Africain authentique, pas un occidental à peau noire, un authentique Africain ne tolère pas l'injustice. Il ne l'excuse jamais. Si nous acceptons que ceux qui sont à notre tête adoptent une attitude malhonnête, il ne faut pas s'étonner que le mal se généralise. Pourquoi la corruption gangrène le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo? Parce que les dirigeants sont corrompus. Et quand les dirigeants sont corrompus, tout le peuple souffre. Quand on veut tuer un serpent, on écrase la tête, pas la queue. Nous devons exiger de ceux qui sont à la tête de notre communauté un comportement exemplaire. Sinon, il ne faut pas se plaindre de l'état de l'Afrique, de ce que notre peuple subit depuis des siècles. Comment font nos envahisseurs pour nous écraser? Ils s'appuient sur nos dirigeants, des dirigeants corrompus et malhonnêtes. Et nous, quand on est confronté à un dirigeant corrompu ou malhonnête, on prend sa défense. On prend sa défense et ensuite on ose encore se plaindre d'être écrasé par le monde entier. Aujourd'hui, l'Afrique appartient à tout le monde sauf aux Africains. États-Unis, France, Chine, Russie, ils sont tous en Afrique à piller nos richesses. Et cela grâce à nos dirigeants corrompus. Aucune tolérance vis-à-vis de l'injustice. Nous exigeons de la part de nos dirigeants, de nos enseignants, de nos leaders, une intégrité totale. Si nous sommes complaisants vis-à-vis des injustices, c'est que nous renions les valeurs de nos ancêtres qui nous ont appris qu'un Africain défend la justice en toutes circonstances. Il y a des Africains qui se battent véritablement pour l'Afrique.
Ils ne sont pas connus parce qu'ils ne recherchent ni la gloire ni l'argent. Tout ce qu'ils veulent, c'est la libération de leur peuple. Et ces Africains-là savent une chose, ce qui sauvera l'Afrique, c'est la justice, c'est pas autre chose. La justice est la chose la plus importante. Une société ne peut pas prospérer si elle n'est pas fondée sur la justice. Sans la justice, la paix n'est que factice, superficielle, hypocrite. Et finalement, un jour, tout s'écroule. J'entends aussi certains dire qu'il faut laver le linge sale en famille, que les locodermes sont contents de ce qui se passe, etc. Quand on subit une injustice, non seulement on est en droit de se défendre, mais on est dans l'obligation de se défendre. Si déjà vous n'êtes pas capable de vous défendre lorsque vous subissez une injustice, comment pouvez-vous prétendre défendre l'Afrique qui subit des injustices depuis plus de 1000 ans? Ceux qui disent cela souvent se revendiquent du kémitisme. Alors, permettez-moi d'expliquer quelque chose. La Mahat, c'est beaucoup de choses, mais au sens le plus basique. La Mahat, c'est la vérité et la justice, l'équilibre et l'ordre. Lorsqu'une injustice est commise, qu'est-ce qui se passe? Cela crée un déséquilibre. Si cette injustice n'est pas réparée, le déséquilibre demeure et l'injustice prend le dessus sur la justice. La Mahat est donc affaiblie. C'est en vous défendant que vous rétablissez l'équilibre. Une action doit entraîner une réaction. Donc en vous défendant, vous défendez l'autorité de la Mahat, donc l'autorité de la justice. Il ne s'agit pas de s'arrêter devant tous les chiens qui aboient. Mais si c'est une injustice caractérisée, au point d'être victime d'insultes et d'agressions, vous devez rétablir l'équilibre de la Mahat en vous défendant. Il y a deux autres raisons pour lesquelles Jules a eu raison de ne pas étouffer cette affaire. La première, c'est qu'il faut prévenir les catastrophes. On a tous dans nos vies connu des drames. Il y a des drames personnels, familiaux, mais aussi des drames collectifs qui peuvent toucher une communauté ou tout un peuple. Et il y a deux sortes de drames. Il y a ceux qui nous tombent dessus et qu'on ne pouvait pas prévoir, et il y a ceux qu'on pouvait prévoir parce qu'il y avait des signes avant-coureurs, il y avait des avertissements, mais on n'en a pas tenu compte. Il arrive que Dieu nous parle, mais on n'en est pas conscient. Il peut nous parler en rêve, il peut nous parler à travers quelqu'un ou à travers un événement qui survient comme ça dans notre vie. Mais il faut être attentif pour discerner ces avertissements. Et là, je constate qu'il y a quelques mois, un conflit similaire s'est déjà produit. Le frère Nzouamba a été publiquement et nommément attaqué par le professeur Gomez. Nzouamba a alors fait une vidéo pour se défendre et cette situation a créé un trouble dans la communauté. Aujourd'hui, le conflit c'est avec Jules Ngan, nouveau trouble dans la communauté. La prochaine fois, ce sera qui? Et comment vont réagir les personnes qui seront impliquées dans cette prochaine histoire? Parce que parmi les adeptes, il peut y avoir quelqu'un qui a des problèmes de nature psychiatrique et qui, ayant mal interprété quelque chose, peut passer à l'action et faire quelque chose d'extrêmement grave. Et là, pour le coup, s'il y a un drame, on ne pourra plus dire que le linge sale se lave en famille parce que notre communauté va faire la une de tous les médias. Il faut être attentif aux signaux d'alerte. Si on ne tient pas compte des signes avant-coureurs, il faut se préparer à subir un drame. Et le fait d'avoir mis en évidence certaines choses, justement, va peut-être inciter certaines personnes à être prudentes et à ne pas renouveler certains comportements. Parce qu'ils savent que maintenant, ils sont sous les feux des projecteurs. La deuxième raison, et c'est très
paradoxal, ce que je vais dire, c'est que c'est un acte d'amour. Ça paraît étrange, mais c'est véritablement le cas. Nos actes et nos paroles ont des conséquences dans cette vie, mais aussi lorsque nous serons confrontés au tribunal de la Ma'at. Et si on a fait des choses mauvaises et qu'on s'est obstiné au lieu de se repentir, on n'échappera pas au châtiment. Et dans notre chemin de vie, on rencontre deux types de personnes, les amis et les flatteurs. Votre ami, c'est celui qui vous dit la vérité. C'est celui qui va vous mettre un stop lorsque vous enfreignez les règles. Et en agissant ainsi, il aura peut-être sauvé votre âme. Le flatteur, c'est celui qui vous pousse dans la voie de l'obstination. Même s'il voit que vous faites des choses mauvaises, il vous dit que vous êtes merveilleux et que vous devez continuer. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un flatteur. Le flatteur vous voit vous diriger vers un fossé et il vous dit c'est bien, continue. Votre ami, c'est celui qui vous dit la vérité. C'est celui qui vous met un stop. Et si vous avez l'humilité de l'écouter et de vous remettre en question, votre âme aura une chance d'être sauvée. Lorsque votre cœur, votre ib, sera posé sur la balance de la Ma'at pour le confronter au poids de la plume de Nephthys, là vous comprendrez que celui qui vous a mis un stop, c'est celui-là qui était votre véritable ami. Parce que si votre âme est justifiée, ce sera en partie grâce à lui. Tandis que celui qui vous aura poussé à vous obstiner n'aura fait que vous entraîner vers la mort. Le sentiment d'impunité renforce le mal, car il pousse à l'obstination. Si quelqu'un commet une fraude et n'est pas sanctionné pour cela, il éprouve un sentiment de puissance, une sorte d'euphorie qui va l'inciter à recommencer. Et tant qu'il n'est pas découvert et sanctionné, il recommencera encore et encore. Beaucoup d'experts psychiatres qui ont examiné des criminels en série ont expliqué que ces tueurs en série ou violeurs en série ont déclaré que quand la police les a arrêtés, ça a été un soulagement. Parce qu'ils étaient engagés dans un cercle vicieux dont ils ne parvenaient plus à sortir. Donc, agir pour mettre fin à un comportement malhonnête, c'est d'abord un acte d'amour. Il ne s'agit pas de détruire le professeur Gomez ou qui que ce soit. Il s'agit de mettre en évidence le fait que dans notre communauté, il y a des comportements qui doivent cesser. Et ce qui serait formidable, ce serait que le professeur Gomez et le frère Julian Gann se rencontrent, discutent dans l'apaisement et que des excuses soient présentées. Et que si d'autres personnes ont subi un préjudice, des excuses leur soient aussi adressées. Tout peut être pardonné, à condition qu'il y ait des excuses et un changement de comportement. Je vous parlais tout à l'heure de cette personne que j'avais hébergée chez moi et qui m'avait volé un chéquier. Que s'est-il passé ensuite? Quelques mois plus tard, il est revenu me voir et m'a présenté des excuses. Et il est aussi allé voir les membres de mon association pour leur confirmer que c'est lui qui avait volé le chéquier et pour leur demander pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai pardonné. J'ai aussi demandé à ce que la plainte soit retirée. Je ne lui ai même pas demandé de me rembourser car je savais qu'il était encore en galère. Et d'ailleurs, quelques temps plus tard, je l'ai même à nouveau hébergé chez moi. Et cette fois-ci, les choses se sont bien passées. Tout peut être pardonné, car le but n'est pas de détruire les gens. Le but, c'est que certaines attitudes n'aient plus lieu dans notre communauté. Et parfois, il faut qu'il y ait un clash pour qu'il y ait une prise de conscience. On fait tous des erreurs. La vie est un apprentissage et on apprend souvent plus de ses erreurs que de ses réussites. C'est parfaitement normal
qu'entre les êtres humains, il y ait de temps à autre des conflits. Et au lieu de nous abattre, ces conflits doivent nous aider à grandir. On doit s'entraider à marcher sur le chemin de la vertu. Si un de nous fait quelque chose de bien, on le félicite. Mais si un de nous s'écarte du droit chemin, on le redresse, car c'est ce que fait un véritable ami. À présent, Jules, je vais me permettre de te faire une mise en garde, même 2 mises en garde. Et je vais le faire avec beaucoup de respect, puisque pour le coup, tu es mon aîné. Et jusqu'à preuve du contraire, je te considère comme mon aîné. La première mise en garde, c'est qu'il ne faut pas que cette joute avec le professeur s'éternise. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête et que tu te consacres définitivement à autre chose. Tu es parfaitement en droit de te défendre et tu es même dans l'obligation de le faire. Mais il ne faut pas qu'on en arrive à une disproportion entre l'action et la réaction. La réaction doit être proportionnelle à l'action. Parce que si ce n'est pas le cas, cela va provoquer un déséquilibre, mais dans le sens inverse. Or, il faut toujours rester dans le cadre de la justice. Donc, dis tout ce que tu as à dire, car c'est toi la victime dans cette histoire, mais fais attention à ne pas te perdre et à ne pas basculer dans ce qui ressemblerait plus à de l'acharnement, car tu risquerais dès lors d'attirer les entités négatives, parce que tu te serais écarté de la voie de la justice. La deuxième mise en garde, j'ai cru comprendre que tu envisageais, conformément aux propos qu'a tenu le professeur lui-même, d'intenter une action en justice contre lui. Là, je me permets de te recommander la prudence. Je ne te dis pas de ne pas le faire, mais j'aimerais que tu prennes en compte un élément qui t'a peut-être échappé. Quand j'ai écouté les propos du professeur, là où il te suggère de le traduire en justice, j'ai détecté une anomalie dans ses paroles. Je me permets de te faire réécouter le passage en question. Si je ne gagne à un moyen de m'atteindre autre que celui de faire des vomissures sur Internet, je lui demande donc d'utiliser les voies légales qui sont les voies juridictionnelles de la justice pour me mettre en examen, pour ensuite me mettre en détention. Comme ça, lui et ses comparses vont assouvir leur haine qu'ils ont pour ma personne et leur dégoût de ce que je donne comme enseignement, que je vais continuer bien sûr à donner aujourd'hui plus que jamais. En règle générale, quand une personnalité publique sait qu'elle va être traduite en justice, elle ne s'exprime pas comme ça. Elle exprime son assurance sur le fait qu'elle sera lavée de toute accusation et que la justice va la dédouaner. Pour que tu vois où je veux en venir, je te fais entendre la réaction d'autres personnes à titre d'exemple. Alors, donc, il vous attaque en justice. On a appris donc une nouvelle vous concernant. Ce qu'il conteste comme point, je crois savoir que c'est assez bien documenté et je ne sais pas s'il a intérêt à faire une action en justice où ces documents seraient produits. Je pense qu'il pourrait s'en mordre les doigts. Mais encore une fois, la décision lui appartient. Non, je vous dis, encore une fois, c'est un procès d'intention. Donc ouais, ça ne tiendra pas dans le tribunal, c'est ce que vous devant dites. le tribunal, je suis sûr que ça ne tiendra pas. C'est ce que me disent aussi les avocats avec qui je discute. Voilà. Donc, ils disent que de toute manière, ça ne tiendra pas devant la justice, on sera innocenté, etc. Le professeur, étrangement, ne dit pas ça. Il dit même l'exact contraire. Je lui demande donc d'utiliser les voies légales qui sont les voies juridictionnelles de la justice pour me mettre en examen, pour ensuite me mettre en détention. Comme ça, lui et ses comparses vont assouvir leur haine qu'ils ont pour ma personne. Il dit, si on m'attaque en justice, j'irai en prison et Jules Engan sera content, c'est-à-dire il aura atteint son objectif. Donc, il se met déjà dans la posture de la victime et du martyr de la cause africaine. Il prépare déjà ceux qui l'écoutent au fait que s'il est traduit en justice, il va aller en prison, mais pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, parce qu'il y a un complot ourdi contre lui,
un complot dont tu es l'instrument. Il emploie la stratégie de Donald Trump qui, avant les élections, a dit à ses électeurs que les élections seraient truquées. Et effectivement, quand il a perdu, il a joué sur le fait qu'il était victime d'un complot. Et on a vu comment ses adeptes ont réagi, notamment avec des morts au Capitole. C'est cette même stratégie qui va être employée avec le professeur. Si tu le traduis en justice, il est évident que tu vas gagner, car les enregistrements que tu as produits sont très éloquents. La question c'est, quel sera le prix de cette victoire? Certains vont effectivement dire que s'il a été condamné, c'est parce qu'il n'a pas toujours eu un comportement très honnête. Mais d'autres, surtout parmi ses suiveurs inconditionnels, vont conclure que c'était un complot du système pour le faire tomber et abattre la librairie Tameri. Et c'est pour cela, comme tu as pu le constater, que certains ont commencé à mettre en évidence une information, à savoir que ta femme est magistrate. L'idée est qu'il y a un complot du système pour faire tomber le professeur Gomez et Tameri et que toi, aidé par ta femme, tu es l'instrument de ce complot. Parce qu'il y a des gens, même si tu mets devant leurs yeux toutes les preuves qui existent, ils préféreront croire la thèse du complot. Et cela parce que ce n'est pas l'intellect qui est en cause, c'est l'affectif. Ils aiment le professeur Gomez, c'est comme ça. Donc, je ne te dis pas de ne pas le traduire en justice, je te dis juste de prendre cet élément en considération, de bien peser le pour et le contre, et si tu décides de le poursuivre, de te préparer mentalement au fait que c'est ça qui risque de se produire. Il y a une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que nous devons tirer des leçons de cette histoire. Depuis que nous sommes occidentalisés, on nous a conditionnés avec la pensée que l'apprentissage se fait sur les bancs des écoles. En fait, l'apprentissage se fait surtout à travers les événements de la vie, car la vie est un apprentissage. Dans l'Afrique ancestrale, on s'instruisait en permanence, on apprenait en écoutant et en observant nos aînés, via la tradition orale, mais on apprenait aussi à travers les événements du quotidien. Tel jour il s'est passé ceci, quelle leçon j'en ai tiré. Et cette histoire entre le professeur Gomez et Julian Gann est une source d'enseignement extrêmement important. Il y a énormément de leçons de vie que nous pouvons en tirer. Il ne s'agit pas de suivre ces lives comme un feuilleton, mais de s'appuyer dessus pour s'instruire. Cette histoire nous fait réfléchir sur des concepts tels que la générosité, la gratitude, l'amitié, la confidentialité, la fiabilité de la parole et beaucoup d'autres choses. Parce que la vie est notre école. Et souvent, les situations douloureuses sont les situations les plus riches en enseignement. C'est comme ça que nous grandissons en sagesse et que nous devenons nous-mêmes des aînés. Si nous tirons un enseignement de ce conflit entre le professeur et Jules, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, nous rencontrerons une situation similaire et fort de cette expérience, nous saurons comment réagir ou même nous pourrons conseiller une personne confrontée à cette situation. On peut tirer des leçons personnelles mais aussi collectives. Par exemple, sur le plan collectif, on peut se demander s'il est judicieux de faire une cagnotte pour donner autant d'argent à une seule personne. On pourrait par exemple imaginer la mise en place d'une cagnotte pour un fonds de secours que l'on utiliserait pour venir en aide à un de nos enseignants qui traverse une période difficile, problème de santé, perte de logement ou autre. Et on désignerait un comité composé de quelques personnes, peut-être des donateurs réguliers, qui déciderait qui peut bénéficier de cette aide. Par exemple, on apprend que telle personne a un problème, le comité se réunit pour décider si la situation justifie qu'on utilise le fonds de secours. Et une fois que le comité a validé la donation, on avertit par mail tous les autres donateurs qu'à telle date, on a prélevé telle somme sur le fonds de secours
pour aider telle personne qui rencontrait tel problème. Par exemple, Jules, lorsque tu auras ta Web TV, on peut imaginer qu'un jour le professeur Obenga ou le professeur Omotunde interviennent à une de tes émissions et le comité pourra envisager de prendre en charge les frais de déplacement et même de logement. Et ensuite envoyer un mail aux donateurs pour les informer que le professeur va intervenir dans la Web TV et que telle somme a été prélevée sur le fonds de secours pour payer ses frais de déplacement. D'autres propositions peuvent être avancées, mais le but c'est que ce qui s'est passé ne se reproduise plus dans notre communauté, qu'il n'y ait plus quelqu'un qui reçoive de l'argent et dise ensuite qu'il n'a rien reçu et que cela génère des insultes et des conflits, voire même une action en justice. C'est parfaitement normal que des conflits naissent entre les êtres humains, nous avons tous des défauts, mais ce que nos ancêtres attendent de nous, c'est que ces conflits nous apprennent quelque chose, que nous en sortions grandis. C'est l'art de transformer le plomb en or, c'est-à-dire transformer une situation conflictuelle en quelque chose de positif qui nous sera utile à nous, mais aussi utile aux personnes que nous serons à même de conseiller plus tard. Pour finir, je vous ai dit que des personnes réfléchissent déjà à l'Afrique du futur, font déjà des choses dans une certaine discrétion. Je vais prendre la liberté de vous lire 2 passages de ce document que je suis en train de réaliser. Le mensonge, ce sont des ordures que l'on déverse dans le cerveau de quelqu'un. À terme, ces faussetés conditionnent le mode de pensée, l'évolution psychologique et comportementale de l'individu, au point de le corrompre et de le déstructurer à jamais. N'acceptez jamais que l'on vous mente et ne donnez aucune valeur à un menteur, car pour lui, votre esprit n'est qu'une poubelle. Il n'a aucun respect pour vous, car il vous juge indigne de la vérité. Le deuxième passage, un peu plus long. Comment fabrique-t-on une idole? En offrant à un autre une partie de notre gloire. Chaque être humain a en lui un potentiel de puissance et de gloire. L'énergie du Créateur réside en chaque femme, en chaque homme et en chaque enfant, et la substance divine qu'est la mélanine accroît ce potentiel. Dès lors, d'où vient le fait que nous nous effaçons en glorifiant un chanteur, un sportif ou un leader politique? Du fait que nous ne sommes pas conscients de notre valeur. Ceux qui tombent sous la coupe d'un gourou sont souvent ceux qui ont peu d'estime de leur personne. Alors, ils rencontrent quelqu'un qui a un talent, une éloquence, un charisme, et ils en font leur idole en lui offrant leur part de gloire. Convaincus qu'ils sont incapables d'éveiller le potentiel de grandeur qui sommeille en eux, ils le transfèrent vers cet homme ou cette femme qui viennent d'identifier comme leur leader. Ils se disent qu'ils en feront un meilleur usage puisqu'eux-mêmes n'arrivent pas à l'exploiter. C'est ainsi que se crée une idole, par un déséquilibre dans la répartition de la gloire parmi les êtres humains. Car chaque être humain a une part de gloire, mais certains, nombreux dans les temps que nous vivons, choisissent de donner leur part à une tierce personne, ce qui entraîne un déséquilibre, car quelques-uns deviennent glorifiés, tandis que d'autres deviennent ignorés, voire méprisés. Ainsi, plus une personne reçoit de part, plus elle devient glorieuse et puissante. Sans les adeptes et leurs donations, le gourou n'est pas un gourou. Sans les fans et leurs donations, l'idole n'est pas une idole. Mais il arrive parfois que, pour une raison ou pour une autre, l'idole tombe de son piédestal. Alors le fan est directement atteint, intimement ébranlé, car ayant donné à cette idole sa part de grandeur, c'est une partie de lui-même qui vivait à travers cette idole. Dès lors, il est perturbé, ne comprend pas clairement ce qui se passe,
car la tourmente que traverse son idole le renvoie à sa propre fragilité, à son sentiment d'insécurité et à son sentiment de médiocrité, sentiment qui, précisément, l'avait conduit à se dépouiller de sa part de grandeur pour l'offrir à un autre. Il est lui-même ébranlé, et il ne peut en être autrement quand on donne une part de soi-même à un être qu'en réalité on ne connaît pas. Quand une idole nous déçoit, ce n'est jamais sans conséquence. Cela ravive une blessure intérieure. Voilà pourquoi certains défendent leur leader jusqu'à la mort, quand bien même ce leader se révèle indigne de leur confiance. Il en est ainsi parce que l'homme a été conditionné à croire que la grandeur, tout comme le bonheur, ne peuvent être qu'extérieurs à lui-même et qui ne peut être que spectateur de son existence. On l'a persuadé que le bonheur est étranger à lui et que, de par lui-même, il ne peut être heureux. C'est pour corriger cela que le processus de régénérescence jusqu'à la perfection va être enclenché. La perfection humaine produit chez l'homme un bien-être et un bonheur permanent. Aujourd'hui, les plaisirs de la vie résultent de phénomènes extérieurs, la brise sur le visage, un bon film, un moment entre amis, une promotion au travail, une rencontre amoureuse. Le bonheur et le plaisir sont toujours le fait de ce qui est extérieur à nous. Mais tout cela n'est qu'illusion. En réalité, on ne peut pas être heureux si on ne connaît pas ce secret. Le bonheur, le vrai bonheur, est produit par soi-même. C'est un phénomène intérieur. L'être parfait, comme l'être divin, crée en lui-même ce qui est nécessaire à son bien-être et, ce faisant, il répand tel un soleil ce bonheur autour de lui. Il est rayonnant de paix et de sérénité. Il n'est plus dépendant des choses extérieures pour se sentir comblé. Son état de quiétude est généré par lui-même. Dès lors, rien, plus rien, absolument rien ne peut l'atteindre. Tout ce que nous recherchons dans la vie, tout ce que nous essayons d'obtenir, l'argent, les femmes, la nouvelle voiture, le dernier iPhone, la maison de rêve, toutes ces choses visent à combler ce qui nous manque. Nous sommes incomplets. La partie la plus prodigieuse de nous est scellée et même ignorée de nous-mêmes. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous sommes des âmes solitaires. Nous nous cherchons en permanence. Nous errons dans l'incompréhension de tout ce que nous vivons et de tout ce qui nous entoure. Nous ne sommes pas conscients du pouvoir que nous détenons. Nous n'avons pas accès à notre véritable nous-mêmes, et cette incomplétude suscite des peurs, des frustrations, des tristesses, que nous essayons de combler avec des plaisirs extérieurs. Mais c'est vain. Quand le temps sera venu, quand notre véritable existence commencera et que nous jouirons pleinement de nos aptitudes, notre bonheur ne dépendra plus de rien d'autre que de nous-mêmes. Nous n'aurons plus besoin de nous réfugier sous l'aile d'une idole ou d'un gourou, car la peur et la tristesse ne résideront plus en nous. Nous serons notre propre maître, nous serons libres. Voilà, Jules, ce que je souhaitais exprimer par rapport à ce conflit. Et je t'adresse mes salutations et j'adresse aussi mes salutations fraternelles à tous ceux qui m'ont écouté.